L'autre jour, en me promenant sur Internet, j'ai découvert par hasard une philosophe. C'est l'addiction. Or, il faudra toujours dire qu'une addiction, c'est une drogue. Et que si vous voulez poser le problème de la drogue, il va falloir parler des dealers. Je croyais que cette philosophe parlait de la drogue à l'école. Alors je suis remonté plus haut. Il va falloir parler des dealers, c'est-à-dire du marché de la drogue. L'image est devenue un marché. Ceux qui vendent les images veulent absolument que nous soyons drogués parce qu'ils sont des dealers. Ouh là là, voilà des paroles que l'on n'entend pas souvent à la télévision. Les accélérations, les flux, les retours en boucle, tout ça crée ce que j'appelle une apnée. Ce sont véritablement des enfants essoufflés, époumonés. C'est l'addiction. Or, il faudra toujours dire qu'une addiction, c'est une drogue. Oui, ça fait peur. J'ai peur. Nous avons peur que notre enfant ne tombe dans cette addiction à l'image. Bleu, marron, vert, violet. Alors si l'image est devenue une vraie drogue, que fait l'État? Que fait la police? On aimerait quand même que le politique soit capable lui-même d'envisager l'énormité de ce problème de l'invasion de l'image aujourd'hui. Mais ce courage politique n'existera jamais, puisque ce ne sont pas des politiques qui gèrent le système, ce sont les marchands qui sont par ailleurs amis des politiques. Pour les drogues classiques, on fait des campagnes dans ce genre. Aujourd'hui, la drogue s'est banalisée. Elle est là, dans les journaux, au boulot, à l'école. On en plaisante sur les plateaux de télévision. On s'est habitué, mais ce n'est pas pour autant qu'elle fait moins de ravages. Oui, le cannabis, la cocaïne, l'ecstasy ou l'héroïne attaquent notre cerveau. Ils nous rendent dépendants, ruinent notre santé, notre mental et notre vie sociale. Alors ne fermons pas les yeux. Pour connaître tous les risques liés aux drogues et les aides disponibles, rendez-vous sur drogue.gouv.fr. Pour l'addiction aux images, on pourrait lancer des campagnes comme celle-ci. Aujourd'hui, l'image s'est banalisée. Elle est là, dans les journaux, au travail, à l'école. On s'est habitué. Certaines images attaquent notre cerveau, nous rendent dépendants, ruinent notre santé, notre mental et notre vie sociale. Alors, ne fermons pas les yeux. Des enfants parfaitement normaux, sensoriellement, qui ont tous leurs moyens de parole, de sensibilité et de possibilités dans la vie, sont tout d'un coup happés, aspirés, engouffrés par une machine à détruire leur capacité d'invention. Est-ce que vous voulez des bourrins? Allez, plein de cadeaux! Venez là! Ils sont addicts et ils aiment. Alors, faites-moi du bruit! Je suis un gros accro des jeux vidéo, de toutes les consoles. Et elle commence un petit peu, donc je lui ai donné l'envie, quoi. Et puis ma femme, c'est plus les jeux, les casuals, les jeux, les Wii Fit, les jeux pour ménagères. Je ne crois pas que l'image telle qu'elle est formatée aujourd'hui soit encore le lieu du dire et de l'écoute. Je ne crois pas. Cette addiction à l'image peut amener une perte des savoirs chez les adolescents. On s'y habitue. Qui était le général de Gaulle, s'il vous plaît? C'était un protestant très croyant. Il allait souvent à l'église parce que les protestants sont très catholiques. Et c'était pour ça qu'il a été enterré à 2 églises à Colombey. On s'amuse de ce manque de connaissances jusqu'à en faire de la pub. Qui était Galilée? C'est un inventeur célèbre. Je crois qu'avant lui, la Terre, elle tournait pas. C'est vrai que De Gaulle, Galilée, tout ça ne sert plus à grand-chose. À l'heure actuelle, on a besoin de 30% de personnes
intelligente et cultivée pour gérer le pays. Et les métiers qui vont arriver, c'est des métiers où on n'a pas besoin d'être intelligent, il faut surtout pas être intelligent. La machine à formater gagne. Elle gagne du temps de cerveau humain disponible, elle gagne du temps de psychisme infantile disponible. Oui, oui, oui. Oui, l'addiction aux écrans commence très tôt. Baby First, c'est une nouvelle chaîne qui s'adresse aux bébés et aux jeunes enfants. Au fait, pourquoi ces chaînes spéciales bébés sont-elles dangereuses ? Un bébé qui regarde la télévision apprend moins vite à parler qu'un bébé qui ne la regarde pas. Donc le risque, c'est qu'un bébé qui regarde la télévision soit écarté de toute cette sensorialité, de tout ce contact physique avec son environnement qui est tellement important pour son développement. Baby First veille sur l'épanouissement de votre bébé. Ces programmes sont quand même totalement incompréhensible pour les bébés et qu'on ne sait pas du tout comment un bébé va construire ses identifications, ses premiers attachements, s'il est en contact avec un écran et pas avec un humain. Alors retrouvez-nous, car il n'y a qu'une première fois. C'est bien là le problème. Il n'y a qu'une première fois. Le problème est que l'adulte est parfois lui aussi addict au tout info. Personne ne prête plus attention aux bourrelets effacés, aux cernes et aux rides ôtées d'un coup de clic. Ce tout info nous fait souvent tout avaler. Les images défilent à toute vitesse et personne ne voit plus les arnaques à l'image. Personne n'a vu, en 1991, que l'interview de Fidel Castro par Patrick Poivre d'Arvor était truquée. Tout le monde a cru à cette image, qui a permis aux États-Unis d'emprunter plusieurs milliards de dollars durant la Seconde Guerre mondiale. En réalité, cette photo est une complète mise en scène. Voici la véritable photo. Cette photo circule sur Internet, montrant John Kerry en compagnie de Jane Fonda, qui a milité contre la guerre du Vietnam. Pas bon, ça, pour un candidat qui veut se faire passer pour un héros. On sait aujourd'hui que c'était une manœuvre des conservateurs pour le discréditer. Personne n'a vu que les images du charnier de Timisoara étaient un simulacre. Quand l'image s'arrête à ce qu'elle montre, vous pouvez être sûr qu'on est dans l'abrutissement de masse. Du coup, il existe aussi une totale suspicion pour l'image. L'homme a-t-il marché sur la Lune ? Ces images ont très bien pu être filmées en studio. Certains ne croient même pas aux images du 11 septembre 2001. L'image peut-elle contenir la vérité ? J'ai un début de réponse grâce à un publicitaire qui parle du savoir et du croire. La publicité vous prévient là, juste avant le journal de 20h, qu'elle va vous mentir, elle vous prévient, elle vous annonce, attention, les bonimenteurs sont là, c'est pour vous vendre des petits pois qui ont meilleur goût ou une couleur de voiture. Là où l'information arrive à 20h, attention, la vérité arrive en sonnant les 3 coups de la vérité. Donc, en matière de logique de communication, l'un vous dit qu'il va vous mentir, l'autre ne vous dit pas qu'il va vous manipuler. Or, techniquement, il y a manipulation. Ce qui apparaît pour la plupart des gens comme, entre guillemets, un moment de vérité, sont en fait la communication des informations. Et qu'est-ce qu'on communique ? Manipulé au sens... Écoutez très bien, il y avait, à la même heure, exactement à la même heure, sur M6, l'insécurité en banlieue. Sur France 2, comment se remettre d'une agression. Et sur TF1, comment entrer dans la prostitution après une agression en banlieue. Du jour où une interview exclusive de Nelson Mandela, premier président sud-africain noir, faisait moins d'audience que la Ferrari rouge, on est entré dans une course infernale. Et pendant ce temps, sur le plateau, tu as l'invité du jour qui raconte comment, depuis l'âge de 5 ans, elle a été violée tous les jours par son oncle, son grand-père et son ours en peluche. Pourquoi le journalisme est devenu une machine à faire de l'audimat ?
comme dirait un journaliste, c'est l'angle qui fait vendre et pas le fait. Et comme dirait le publicitaire que j'assume d'être sur cette scène, c'est l'opinion qui va dominer le fait pour mieux communiquer. Évidemment, tout le monde se demande à qui ça profite. Plus il y a d'images, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'images, plus c'est la même image. On voit bien que c'est toujours à peu près les mêmes groupes, les mêmes intérêts qui déclinent la même image de manière différente, avec des couleurs différentes, pour des tranches socio-professionnelles différentes, mais c'est la même image, c'est la même idéologie. Je me suis toujours demandé, mais comment ils font à la télévision pour trouver des idées aussi géniales? Alors, depuis que j'y travaille, j'ai appris qu'ils organisent des brainstorming. Dis donc, heureusement que mon cousin Majunga, qui est balayeur à la mairie de Paris, m'a expliqué que techniquement, un brainstorming, ça marchait exactement comme la fonction aspiration d'une motocrotte. Et pour les émissions, ils appuient sur le bouton vidange. Il risque, je voudrais qu'il risque, qu'il y ait un écœurement du sens, qui fasse qu'à un moment, on s'arrête et qu'on se dise « Tiens, les oiseaux chantent ». C'est vrai que chez Jeannette et Roger, la fonction du téléviseur s'est réduite à visionner les photos de famille. Ça, c'est chez Jacqueline. Mon petit-neveu et ma petite-nièce, la maman de Roxane. Ou bien il sert à regarder des diaporamas envoyés par leurs petits-enfants. Plus de course à l'image. On prend son temps. Le 11 septembre, un avion en boucle pendant des heures, 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 va fracasser une tour à New York. Personne ne va arrêter cette image sur quelque chaîne que ce soit. Or, cette image-là, il faut l'arrêter. Pourquoi arrêter une image? Arrêtons-nous et décryptons. Mais en famille, faisons-en un jeu. Arrêtez l'image. Ma fille est encore à l'âge où elle peut s'arrêter et regarder. 1, 2, mais là il a mis son troisième. Il a mis le plus beau, c'est sûr. Moi je dis que c'est lui le plus beau. Une institutrice en a fait l'expérience devant moi. Unique, éloquente. Qui aime regarder la télévision? D'accord, on baisse le doigt. Qui regarde la télévision le matin avant d'aller à l'école? Moi. D'accord. Qui regarde le soir la télévision en rentrant de l'école? D'accord. Qui ne regarde jamais la télévision? D'accord. Alors je vais vous montrer plein de petits morceaux que j'ai enregistrés à la télé. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Avec du basket. Oui, on va finir avec la Coupe de France. On va signaler la très belle victoire du Mans cet après-midi en finale de la Coupe de France à Bercy. Victoire des Manceaux face à Nancy, 79 à 65. Et les Manceaux visent désormais un triplé avec le titre de champion de France. Est-ce qu'on a vu tout le match de basket? Non. Qu'est-ce qu'on a vu? La moitié. On a vu le moment le plus intéressant du match. Regardez ce qui va se passer maintenant. Nouvelle édition à suivre, Cécile, on va aller sur la croisette où c'était la folie Johnny Hallyday. La folie Johnny Hallyday, plus de 10 000 personnes se sont déplacées pour tenter de l'apercevoir monter les marches cet après-midi. Johnny Hallyday qui est l'acteur principal. Qu'est-ce qu'on a vu? Lucie, un mariage. Un mariage. Un mariage, t'es sûr que c'est un mariage? Johnny Hallyday. Le mariage de Johnny Hallyday? Tu crois que c'est le mariage de Johnny Hallyday qu'on a vu? Oui. Pourquoi tu dis que c'est un mariage, Lucie? Je crois avoir vu une mariée. Ah, tu crois avoir vu une... Ah ben on va regarder. Croisette, c'était la folie. Regardez bien si c'est un mariage. La folie Johnny Hallyday, plus de 10 000 personnes se sont déplacées pour tenter de l'apercevoir monter les marches cet après-midi. Johnny Hallyday qui est l'acteur principal du film d'un autre Johnny. Jeudi, les températures. J'ai eu du mal à l'arrêter. Alors, est-ce que quelqu'un a vu un marié et une mariée? Oui. Oui. Ceux qui l'ont vu, lèvent le doigt. Ceux qui ont pensé que c'était un mariage, lèvent le doigt. D'accord.
Alors Lucie, pourquoi tu dis que c'est pas un mariage? Ah Lucas? Parce que je veux pas qu'il danse. Ah, toi tu vas pas qu'il danse, donc c'est pas un mariage. Et toi Raphaël? Parce qu'il n'y a pas de bouquet de fleurs. Il n'y a pas de... Si moi j'en ai... Et pourquoi, Gina, tu penses que c'est un mariage, toi? Parce qu'on a vu des mariés. Des mariés. Et effectivement, quand on va à un mariage, on s'habille très bien. Mais là, ce n'est pas un mariage. Souvent, la télévision, on pense que c'est quelque chose et ce n'est pas la réalité. Mais alors, qu'est-ce que c'est tous ces gens autour? Ils sont tous venus voir Johnny Hallyday. Normalement, c'est qui Johnny Hallyday? C'est un chanteur. Et là, il fait quoi? Il vient chanter? Non, il vient faire quoi? Il vient... Lucie? Faire une fête. Faire une fête? Oui. Alors, ce n'était pas du tout un mariage, même s'ils ont de belles robes pour les dames et de beaux smokings pour les messieurs. C'est tout simplement le lieu où on va montrer les films qu'on a fait. On peut croire quelque chose, vous avez tous cru que c'était un mariage? Ah ben non. À la télévision, on pense des choses quand on est enfant et il faut souvent se faire expliquer par les grands si on a bien compris. On regarde la suite? Prenez soin de votre budget et des cheveux du petit dernier, avec les shampoings Baipu, sans parabènes. Levez le doigt. Chut. Ah, c'est de la publicité. Pour vendre quoi? Pour acheter des choses. Lucie. Pour acheter des savons. Pour acheter du savon. Est-ce que quand on voit ça, qu'est-ce qu'on a envie de faire, nous, Laura? De l'acheter. Oui, c'est... On a envie de l'acheter. Mais moi, je l'ai déjà acheté sur... On continue. La cruauté et le réalisme de plusieurs scènes de combat peuvent heurter la sensibilité des jeunes spectateurs. Qu'est-ce qu'on a entendu, là, Martin? Qu'est-ce que c'est, ce qu'on va voir, là? Tanguy. Moins de 12 ans. Oula, qu'est-ce que tu me dis, Barthélémy? Alors ça veut dire qu'on a le droit de regarder ou on n'a pas le droit de regarder? On n'a pas le droit. Viens me montrer, Barthélémy, où est-ce que c'est écrit moins de 12 ans. Quel âge tu as, Barthélémy? 6 ans. Est-ce que tu as le droit de regarder ce film? Non. Mais une fois, moi, j'ai regardé. Alors, qui a déjà regardé un film interdit aux moins de 12 ans? Et est-ce que vous l'avez dit à papa et à maman? Non, pas moi. Vous l'avez pas dit. Alors, pourquoi on marque ça? Pourquoi moi, adulte, je peux regarder ce film-là? Parce que tu n'as pas 12 ans. Je n'ai pas 12 ans, j'ai plus de 12 ans, donc je peux le regarder. On va continuer, on va voir autre chose. La recette béarnaise, mais c'est l'estragon qui chante, l'échalote qui murmure. Imaginez, je vois ça, qu'est-ce que ça va me donner envie de faire? Allez. D'aller au McDo et manger un hamburger. Est-ce que c'est bien pour ma santé, ça? Non, on a le droit d'en manger. Oui. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens pour ne pas y aller tout de suite acheter un hamburger et attendre ce soir, par exemple? Oui, tu as raison. Il est ici écrit pour votre santé. Évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Restez en haut, madame. Il y a des remue ménage en bas. Est-ce que ça vous a fait peur? Non. Pourtant, j'ai vu des épées, j'ai vu une bagarre, j'ai vu des brigands, j'ai vu un chevalier. Qu'est-ce que c'est, lui? Pourquoi t'as mal aux yeux? T'as regardé trop longtemps la télévision. Oui, l'image peut faire mal. Si les enfants n'apprennent pas très tôt ses dangers et sa maîtrise. Or, cette éducation n'existe souvent pas, ni à l'école, ni dans les familles. Il y a un enjeu citoyen et un enjeu civique fondamental aujourd'hui. Et que si nous, en tant qu'école, on n'est pas capable de se situer là-dessus, de se mobiliser là-dessus, on ne fait pas notre boulot. Je ne crois pas qu'il faille faire rentrer la culture des jeunes comme objet à l'école. Je crois qu'il faut la prendre en compte parce qu'on ne peut pas éliminer la culture qu'ils ont acquise ailleurs. Je pense que le service que nous devons rendre à nos enfants dans la société de communication, c'est de leur expliquer, de leur enseigner comment ça marche. Apprendre l'image. L'expérience montre que les enfants en sont capables
et très tôt. Donc je suis allée dans les écoles et on a parlé de ce qu'on voyait. La publicité, la télévision, le journal télévisé, les films, les dessins animés. Et j'apprenais énormément de choses, découvrant, c'était pas une vraie surprise, que les petits-enfants avaient une vraie compétence en matière d'image. Et posaient aussi parfois des questions troublantes. Est-ce que la télévision est dangereuse pour les enfants? Non. Ah, vous êtes sûr? Oui, parfois. Oui, parfois. Pourquoi parfois? Ils peuvent sortir de la télé ou ils peuvent pas. Pardon? Est-ce que les images peuvent sortir de la télé? Vous pouvez répondre à Raphaël? Non. Non, l'image ne peut pas sortir de la télévision. L'image ne peut pas sortir de l'écran? Pas sûr. Parfois, des personnages peuvent sortir de l'écran en vrai. Steph, Patrick, Frankie, Jimmy. Votre fils est là? Oui, il est en haut dans sa chambre. Je vous en prie, entrez. Salut, Arthur est là. Il est en haut. Il est dans sa chambre, c'est ça? On a un truc spécial à lui montrer. Ah, merveilleux. Pas mal la déco. Ouais, Arthur. Il est à l'étage. Ne laissez pas le danger entrer chez vous. Protégez vos enfants. Activez le contrôle parental sur Internet. Moi aussi, j'ai constaté à quel point les images pouvaient entrer dans la tête de ma fille. C'est pourquoi je veille à lui montrer des images, comment dire, belles. Il y a 2 clés. Ils ont leur cape. Là, il y a leur col. Et ils sont dans un cadre. Ça, on sait. Là, il y a un monsieur avec 3 lances. Il fait nuit. Là, il y a des étoiles. Et lui, il marche sur la lune. Un rideau. Ici, il y a le soleil. C'est pour cela que j'ai ouvert devant elle un livre enluminé. Et j'ai découvert l'un des derniers maîtres enlumineurs qui révèle tout le savoir qui était contenu dans l'art de fabriquer une image. Quand vous avez un personnage qui marche dans un sens et qui se retourne, ça veut dire qu'il fuit un danger. Vous voyez que Virgile, donc, désigne l'axe vertical. Le mot trépas, trépasser, ça vient de 3 pas. C'est pour ça qu'il y a 3 pas. Partout, Jean-Luc Leguet dévoile cet art. Il faut imaginer que je doive peindre un livre d'une légende qui est née en Provence. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parcourir toute la terre de Provence et je vais recueillir des couleurs des 3 règnes. Du règne minéral, du règne végétal et du règne animal. Par exemple, avec la cochenille, vous pouvez tirer un rouge absolument foncé, qu'en général on appelle carmine. Je découvre que toute l'éducation à l'image était déjà là. Le sens de lecture d'une image de gauche à droite, la notion de point de vue, comme au cinéma, le premier personnage d'un groupe exprimait l'essentiel. Être soumis au réalisme de l'œil était considéré comme un esclavage. C'est pourquoi, par exemple, une enluminure faisait coexister plusieurs perspectives différentes. Je cherche à contacter cet enlumineur, mais je n'y parviens pas. D'ailleurs, je ne sais pas vraiment quelle question j'aimerais lui poser. À la recherche de cette question, je rencontre un pédagogue de l'image. Je me rends à l'école Georges Méliès. Cette école forme des créateurs d'animation et d'effets spéciaux avec 95% de réussite dans la profession. Plusieurs enseignants proviennent des prestigieux studios Pixar et DreamWorks.
Le but, ça a été de construire une pédagogie qui puisse permettre à des jeunes de savoir créer des images, mais avant de créer des images, avec des outils numériques, il faut bien essayer de les comprendre et de les assimiler, ces méthodes de travail, avec des techniques traditionnelles. Si on leur transmet qu'un outil, et s'ils ne savent pas construire l'image elle-même, c'est-à-dire faire passer le message qui est, en l'occurrence chez Rubens, la vie des Médicis par exemple, et bien derrière, s'ils ne comprennent pas ça, ils ne peuvent pas comprendre comment fabriquer les images d'aujourd'hui. Et donc c'est là que ces créateurs d'images font n'importe quoi et transmettent des mauvaises images au public, et donc aux plus jeunes. On a voulu se raccrocher à des choses traditionnelles, donc on est chez Georges Méliès, on est dans le château où il a fini sa vie. Il a filmé des mises en scène de personnages dans des décors fabuleux qu'il fabriquait lui-même. Donc c'était le premier réalisateur, premier producteur de l'histoire du cinéma. Tout mon programme pédagogique, je me suis rattaché à ces fondamentaux qui viennent avant le cinéma, qui sont l'architecture, la sculpture, la peinture, le théâtre, la littérature et la musique. Ces 6 fondamentaux qui nous ont construits depuis la Grèce antique, de l'Égypte antique ou même encore avant, avec Lascaux par exemple, avec les grottes, on en avait déjà de la peinture. C'est avec ça que l'on peut vraiment transmettre et construire des méthodes de travail et emprunter ces méthodes de travail pour travailler dans le cinéma d'animation. Par exemple, à travers la sculpture, l'étude morphologique d'après modèle vivant en terre à modeler, c'est un des cours qu'on a dans l'école, où là on construit en fait des volumes de personnages d'aplomb, où on comprend l'ossature du personnage, les volumes principaux, comment l'aplomb du personnage se tient debout. Tu cherches les mastoïdiens et la colonne vertébrale, et que tu vois que ta tête, tu l'auras quand tu auras accroché ta colonne vertébrale derrière. Avant de passer à la phase d'ordinateur, on passe toujours aux phases de dessin et de modelage avec la terre, la peinture. Là, ils mettent en place les volumes avec des aplombs, c'est-à-dire qu'ils utilisent énormément le fil à plomb pour percevoir le pied porteur et pour ne pas faire des sculptures infirmes un peu. Si les étudiants comprennent ça, derrière, dans le logiciel de 3D, ils comprendront vraiment l'essence même de ce que c'est que la sculpture. Et avec ça, ils travaillent, quel que soit le logiciel. Donc la modélisation dans un logiciel de 3D, c'est bien sur le fondamental de la sculpture qu'on peut le prendre. Donc si vous voulez aller plus loin, vous êtes contraint de passer par ces choses qui sont ancestrales, mais qui sont toujours valables. Hein. Faire passer des émotions à travers soi, et les comprendre, ces émotions, avant même de les faire passer dans une marionnette. Pour le cinéma d'animation, c'est fondamental. Je pense qu'il faut savoir travailler l'image intelligemment et choisir ses sujets intelligemment et pas tomber dans la dérive, quelle qu'elle soit, donc que ce soit le sexe ou la violence. Il y a aussi une prise de conscience de chaque personne qui fabrique des images et qui se replace dans un contexte de vie de famille, par exemple, où il se dit, est-ce que je serais content de placer ces images-là dans les yeux de mes enfants, ou est-ce que là justement j'ai un petit problème sur fabriquer des images de guerre, ou fabriquer des images de sexe, de drogue, de tout ça. On peut faire parler les images d'une certaine manière, et puis d'une autre manière aussi, pour avertir, pour protéger les jeunes, pour protéger aussi les moins jeunes. Si mon directeur il me demande de montrer des trucs, je sais pas, racistes, trop vulgaires, moi je vais lui donner mes limites. Et s'il me vire parce qu'il n'est pas d'accord avec mes limites, bon bah tant pis. Hein. Je suis pas venu ici pour après faire n'importe quoi. S'il n'a pas ça au fond de lui, il sera à même de faire énormément de mal en fabriquant des images mal fabriquées. Je pense que les gens qui ont fait la guerre, qui ont vu la guerre, ils n'ont pas tellement envie de mettre du sang partout. Candeur ou obstination à réaliser du beau? Franck Petittat ne cache pas sa source d'inspiration pédagogique. C'est véritablement l'harmonie qu'on cherche. Cette harmonie, c'est celle qu'on peut trouver dans la construction des cathédrales, des chapelles que les compagnons nous ont transmis et qui continuent à transmettre. Ou même les enlumineurs. Il y a des enlumineurs qui ont fabriqué des images pendant très longtemps et qui continuent à en fabriquer. Un enlumineur? Tiens,
Jean-Luc Leguet, qui est venu, a donné aux jeunes la compréhension et l'importance que c'était de fabriquer des images et de ne pas mettre n'importe quoi devant les yeux des gens. C'est vrai que ce qu'on a appris avec lui, c'est que... Enfin, il n'y a rien qui est laissé par hasard, quoi, dans l'image. Et il faut bien connaître son sujet, quoi, je pense. Franck Petita va me faire rencontrer Jean-Luc Leguet, enlumineur. Nous partons à l'aube, à l'heure où la lumière de la lune nous fait croire à ce que l'on veut croire. Direction la frontière italienne, où cet enlumineur vit en ermite la plupart du temps. Difficile de trouver son ermitage. Nous sommes venus visiter le témoin d'une époque oubliée. Ici, rien ne nous est connu. Toutes les enluminures en cours sont remplies de tracés géométriques complexes. L'enlumineur va refaire pour nous une enluminure qui signifiait que l'éducation d'un enfant consiste à l'élever, c'est-à-dire le mettre plus haut que soi-même. Alors par exemple, dans ce tracé géométrique, eh bien, il y a en haut la voûte céleste, et ici, il y a un carré, et le carré représente la Terre. Donc nous avons ici une élévation de la Terre vers le ciel. Porter quelqu'un sur les épaules, traditionnellement, c'est transmettre une connaissance, transmettre un savoir. Alors, le maître porte l'élève, mais l'élève étant plus haut, il peut voir plus loin. Et donc le souhait du maître, c'est d'éveiller l'élève pour qu'un jour l'élève dépasse le maître. En me servant de cette image, je pourrais facilement expliquer à ma fille ce qu'est l'éducation. Cette image m'a donné la parole. Donc je reconnais une image à ce qu'elle donne la parole. Et je dis, de tout ce qu'on nous montre, que ça prend la parole à notre place, ça nous l'enlève, ça la confisque. Et dès que la parole peut se réinstaller autour de l'image, je vois, nous voyons. Dire nous et dire nous voyons, quand on partage une publicité, un JT, un film, etc., c'est construire entre nous du lien à partir d'une séparation. Pouvoir donner une réalité à ce pronom « nous », qui en soi n'existe pas. Parler, communiquer, aller chercher cette chose qui nous unit et que l'on ne voit pas et que l'on n'entend pas. Le cinéaste engagé Jean-Luc Godard a dit la même chose toute sa vie. Moi, je me suis défini un cinéma où on dit la caméra sert à quelque chose. Elle sert à quoi? Elle sert à voir ce qu'on ne peut pas voir. Elle sert à voir ce que les gens eux-mêmes ne voient pas. Les gens ont tout à fait le courage de vivre leur vie, quelle qu'elle soit, mais ils n'ont pas le courage de l'imaginer. Le cinéma aurait dû leur donner ce courage-là. Comment moi je pourrais retranscrire ça au point de vue pédagogique à des élèves qui vont eux apprendre à construire des images numériques? La question est posée.
Mais la réponse ne vient pas. Ou alors pas directement. Il préfère expliquer comment il est en relation directe avec ses outils de travail. Dans le temps, il n'y avait pas d'unité de mesure entre les différentes régions. Alors, ce qui faisait étalon, c'était la coudée de l'artisan qui allait faire soit un livre, soit qui allait construire un édifice. Et donc, la coudée était la distance qui est d'ici à ici. C'était la mesure de référence et chaque maître artisan avait sa propre coudée. Et alors, il se faisait une canne où il y avait différentes mesures qui étaient en proportion harmonieuse les unes par rapport aux autres et qui facilitaient la construction. En fait, la canne était très utile pour les enlumineurs. Ça leur permettait sur les chemins de marcher. Ça leur permettait aussi de viser pour reconnaître les proportions d'un édifice. Et puis ça leur permettait en cas de danger de se défendre. Tout l'art de la défense avec le bâton vient justement des artisans. En somme, cet artisan suggère que les fabricants d'images d'aujourd'hui doivent faire corps avec leurs outils. La technique est un moyen, mais ce qui compte, c'est l'éveil de l'élève. C'est de comprendre, au fond, qu'est-ce que te renvoie l'image quand tu es en train de la tracer ou quand tu es en train de la faire. Alors après, quand on se retrouve sur un ordinateur et qu'on fait des images en 3D, on n'est plus le spectateur qui va créer l'image, mais on est soi-même intégré dans l'image. Et c'est à ça qu'il faut arriver. Ne plus être spectateur, mais être acteur. Être acteur, oui, tout à fait. Et créateur. La question de l'image, elle est constituante pour chacun de nous. C'est-à-dire que si nous n'avons pas un rapport structuré, constituant aux images, il manque quelque chose. Et quand on veut sortir un enfant d'une psychose ou d'un autisme où il est sans parole, par où on passe ? Dolto Dixit et Packel, n'est-ce pas ? On travaille avec son image, l'image du corps, son reflet, l'unité. C'est-à-dire la question de l'image, elle est constituante, parce qu'elle touche chacun de nous dans le noyau qui l'a constitué. Et c'est ça qui est très troublant. C'est que nous, si nous devenons des sujets capables d'opérations symboliques, c'est parce que un certain rapport à l'image a pu donner naissance à la parole. Et que quand ça a été raté, cette affaire-là, la parole n'advient pas non plus. Donc vous voyez, l'image n'est pas simplement ce que l'on voit sur un écran. C'est pas seulement ce que l'on voit avec ses yeux. Je vais tenter d'expliquer à mon enfant qu'une image, c'est une illusion qui lui fait croire à quelque chose. Croire pour grandir ou bien croire pour se tromper soi-même, là est le choix. Le publicitaire explique combien notre capacité à croire quelque chose est bien plus forte que celle de la connaître vraiment. Apple est une marque qui s'est lancée mondialement, non pas sur le fait produit. Le film de lancement d'Apple en 84 aux États-Unis, qui est un film mythique puisqu'il a été élu publicitairement comme le meilleur film du siècle par les Américains, ne montrait pas la corbeille, ne montrait pas la fenêtre, ne montrait pas la souris. Il disait On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. Autrement dit, il disait, le monde orwellien ne sera plus, Apple a inventé Macintosh, l'homme ne sera plus jamais esclave de la machine. Donc c'est un argument rhétorique. Croire à cause de l'image que l'on s'en fait est un sujet très sérieux. Alors en économie, le marché est, comme vous le savez, un mélange de faits et d'opinions. Pourquoi ? Parce que c'est une anticipation d'un futur. Une action, c'est la valeur que vous croyez future de l'entreprise. Et au passage, la valeur passée est malheureusement relativement peu prédictive, et de moins en moins, de la valeur future. Donc l'économie repose fondamentalement sur ce mélange, encore une fois,
de savoir et de croire, mais de vous à moi, avec une influence du croire sur le savoir dont on voit qu'elle est considérable. Puisque quand on ne croit plus, tout tombe, tout s'effondre. Et quand la confiance revient, tout le monde dit bah ouais, pour que ça reparte, il faut la confiance. Comment traverser l'image et aller vers un savoir authentique? Là encore, l'enlumineur parle par métaphore. En fait, l'or est la première couleur que l'on pose. Aor, en hébreu, veut dire lumière. Et donc l'or, c'est le minéral de lumière. Et donc c'est la lumière qui synthétise toutes les couleurs. Toutes les autres couleurs qui seront posées ensuite sur le parchemin ne seront qu'une réfraction de cette lumière unique. Comme dans notre vie, eh bien, nous avons différents chemins que nous devons parcourir. Arriver justement à notre unicité. En fait, sous certains personnages, l'or peut être caché. Tout dépend de ce que le personnage porte en lui et quel est le message. Donc l'or ne se voit pas, mais il existe. Même parfois, tu dessines des squelettes sous la couleur. Pour quelle raison? Les nerfs poussent sur les os, la chair pousse sur les os, la peau pousse sur les os, et l'homme alors se relève. C'est la victoire de l'éternel sur le transitoire. L'enlumineur n'a pas de réponse simple face aux addictions aux images. Il a préféré nous faire entrevoir la connaissance contenue dans cet art et que nous avons oublié. Un index tendu, la position des mains, la présence d'une ombre ou non, etc. Tout ceci signifie quelque chose. Une enluminure possède plusieurs niveaux de lecture selon un codage qui a traversé les siècles, intact. Les enlumineurs, dans le temps, ne signaient pas leurs œuvres, ou s'ils signaient, c'était avec donc, le nom que leur maître leur avait donné. Et à quand remonte-t-elle cette filiation? Les traces remontent jusqu'au 8e siècle, mais évidemment, elle est beaucoup plus antérieure. Mais on a tous les noms des enlumineurs qui se sont succédés depuis le 8e siècle. Cette divine comédie, enluminée par Jean-Luc Leguet, est par ailleurs devenue un jeu vidéo. Les marchands n'ont retenu de cette œuvre célèbre que l'enfer, bien entendu, et les images les plus violentes. La mort, la violence, l'élévation de soi, le sens de la vie, l'amour. Tous les enfants se posent des questions existentielles fortes. Un monsieur qui veut tuer les canards. Il y avait deux, ils sont amoureux et ils veulent tuer leur enfant, on dirait. À mon avis, ça, c'est la mère parce que sinon, il ne sera pas derrière lui. L'image a pris le pouvoir en même temps qu'une certaine conception de la laïcité a refusé de leur parler de ces questions existentielles. Les images de ce type sont désormais les seules à renvoyer à nos enfants un écho à leurs interrogations fondamentales. S'ils n'ont pas d'objet culturel de qualité qui fasse écho à ce qui est au plus profond d'eux, ils n'auront plus que ça.
Quelle charge négative portent ces images? C'est encore Marie-Josée Monzin qui l'explique le mieux. Ça touche dans chacun de nous et dès l'enfance, ce qui s'appelle l'angoisse. La question de ce qui nous angoisse. Ça efface totalement la question de l'angoisse pour faire place à la peur et créer la demande dans la peur qui est la demande de sécurité. C'est très infantilisant. Tu as peur, je suis là. Non, la question de l'angoisse chez l'enfant, elle est constituante. Là où nous nous posons des questions, quelque chose de nous se constitue qui fait appel à nos ressources propres de gestion de cette angoisse. Abandonner mon enfant seul devant un écran, c'est laisser les marchands gérer cette angoisse à ma place. Là où il y a de l'angoisse, il y a un appel à la créativité. Il y a une solution possible, mais l'enfant va trouver dans une scénarisation, à travers des mots, des jeux, des contes par la suite, plein de choses, des moyens de gérer cette angoisse sans nier la question. Parce qu'il ne s'agit pas, sur la question de la mort, du sexe, du désir, du deuil, etc., d'expliquer que tout ça n'existe pas. Ça existe et ça nous suivra toute la vie. Celui qui vient de naître sait qu'il va mourir. Ce qu'il faut, c'est que les parents permettent aux enfants d'aller voir les images, de les regarder avec eux. Parce que si tu les empêches, un jour ou l'autre, ils le feront. Ils le feront cachés. Et ils le feront et ils ne seront pas armés. Les enfants, quand ils viennent au monde, ils savent que la vie est faite de dangers. C'est instinctif, c'est animal. Et donc ce qu'il faut, c'est leur donner les armes pour qu'ils n'aient pas peur. C'est leur donner les armes pour qu'en face des angoisses que la vie t'amène, en face de la mort, en face de la détresse, en face de la misère, il faut que l'enfant retrouve toujours un ressort et toujours envie d'aller en avant. Ou s'il recule, pour pouvoir mieux contourner le danger, pour pouvoir mieux l'affronter. Pour que l'enfant, au plus profond de sa nuit, trouve toujours cette petite lumière intérieure qui va le guider. Et les parents donc ont ce rôle, c'est-à-dire que l'enfant devienne lui-même, marche vers lui-même. Et ça, c'est le plus difficile. Donc il faut au fond éduquer les parents. À la tombée du jour, nous sommes étonnés car l'or ne brille pas. Il est même terne. Quand j'ai fait ma première enluminure, j'étais étonné parce que l'or ne brillait pas. Et par inadvertance, mon doigt a glissé sur l'or et tout d'un coup, l'or s'est mis à briller. J'avais l'impression que de ma main sortait la lumière, que c'était une main de lumière. À mon retour, le personnage en argile de l'école Georges Méliès a pris corps. Le film des élèves est terminé. Les étudiants qui ont réalisé ce film ont une vingtaine d'années. Eux aussi se sont demandé comment une image moderne pouvait être enluminée. En fait, se tourner vers les images du passé,
ce n'est pas se tourner avec nostalgie vers un passé perdu, mais c'est au contraire regarder son avenir en face. Regarder une image régulière, c'est regarder une image qui nous projette vers ce que nous sommes nous-mêmes, de ce que nous étions et de ce que nous serons. Le mot enlumineur est formé de la parole lumen, et lumen veut dire lumière, et mineur, c'est celui qui creuse au fond de la terre pour aller chercher la couleur, pour aller chercher la lumière.